Bonsoir. Alors moi, je suis désolé, je suis le seul talk en français de la soirée. Euh, qui parmi vous a déjà été aux épisodes précédents de l'histoire du web? Ok, quelques-uns. Ouais, déjà pas mal. Super. Bah, ce soir, c'est le dernier. Après, je vous embête plus, c'est terminé. S'il y a 20 ans, vous m'aviez parlé de JavaScript et que vous m'aviez dit que ce serait le langage le plus utilisé du web aujourd'hui, je vous aurais pas cru. Parce qu'il y a 20 ans, en fait, JavaScript, on l'utilisait... voilà, super. Pour ça. Ou pour ça. Ou pour ça. Bah oui, JavaScript, en fait, il a souffert de beaucoup de problèmes de conception. On avait des interpréteurs qui étaient très lents dans les navigateurs. On avait aussi pas mal de différentes implémentations dans les navigateurs. Et c'était un langage qui avait des failles de sécurité. Donc ça a été le bordel pendant pas mal d'années. Alors du coup, quand on est une entreprise, au début des années 2000, on ne fait pas du JavaScript. En tout cas, si on est sérieux. Ce qu'on va faire, c'est on va faire des serveurs d'application. Java Enterprise Edition ou du PHP ou des trucs style du framework.NET. Le concept, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé le web dynamique. Le web dynamique, c'est que je vais générer des pages à la volée et tout mon code est côté back. Ça, c'est super pour ma propriété intellectuelle qui reste tout de mon côté et pour aussi la taille des payloads que je vais transférer aux utilisateurs. Et ça a été super cool jusqu'à un certain stade. Parce qu'au fur et à mesure que le web s'est démocratisé, on a aussi eu des nouveaux usages. Et dans les nouveaux usages, par exemple, sur mon chat Skyrock, j'avais envie d'avoir la liste des personnes connectées toutes les 5 secondes mise à jour. Et ça, avant 2002, il n'y a aucun moyen autre que rafraîchir toute la page qui existe. Jusqu'à l'arrivée d'Ajax. Ajax pour Asynchronous JavaScript and XML. Ajax, c'est quoi? C'est un client HTTP inclus dans le navigateur avec des API en JavaScript. Alors ces choses-là, au début, ça arrive, c'est le bordel. Je vous ai fait un truc en mode plain old JavaScript, c'est dégueulasse, mais on est obligé de faire des if-else pour voir quel navigateur on utilise. Mais ça a le mérite d'exister. On va véritablement commencer à vraiment utiliser du JavaScript à partir de jQuery. Donc jQuery, ça sort en 2006. Il a apporté 3 choses au monde, jQuery. La première chose, c'est une manipulation beaucoup plus simple du DOM. La deuxième chose, et ça on me l'avait dit l'autre fois, et c'est complètement vrai, c'est que jQuery nous enlevait une certaine complexité liée aux différentes implémentations, aux différents navigateurs. La troisième chose, c'est que jQuery nous facilitait la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. Bon, en gros, les API étaient mieux foutues que celles d'Ajax. À partir de ce moment-là, on a commencé à faire beaucoup de choses avec du JavaScript. Mais ça a été aussi le début de beaucoup de challenges au niveau des architectures. Effectivement, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans des choses comme ça. Mais maintenant, je commence à écrire des scripts, donc de la business logic, dans du front. C'est de la business logic qui va éventuellement fetcher de la donnée. Donc, il faut aussi que je me mette à concevoir des API. Ces API-là, elles vont me fournir en data. Et les débats de l'époque, c'était des choses très axées entre où je place le curseur, quelle data je vais rendre directement dans ma JSP de manière dynamique et quelle data je vais aller fetcher et mettre à jour. Comment je maintiens ces trucs-là? Ouais, pas de framework de test, il n'y a rien à l'époque. Vous êtes vraiment sur des petits fichiers scripts avec des mises à jour du DOM à la main en mode document.getElementById et d'ajouter les children qui vont bien. Bref, c'est pas hyper trivial. Génial. Mais si c'était tout, et heureusement que je n'étais pas développeur à cette époque, parce que j'aurais pété des câbles. Mais cette année-là, il y en a un qui arrive pour péter les chevilles aux autres, c'est Steve Jobs. Et Steve Jobs, en 2007, il sort l'iPhone. Super consumer product. Par contre, pour les développeurs, c'est un cauchemar. Pourquoi? C'est un device qui est mobile, donc il y a de la batterie, il faut faire gaffe à ce qu'on fait, il faut performance. On va pouvoir enfin accéder à Internet depuis un device qui fait 4 pouces. Ouais, mais le problème, c'est que le web, il n'est pas fait pour ça. Rappelez-vous, les premières versions des iPhones, vous alliez sur n'importe quel site, c'était tout minus, parce que le responsive web, ça n'existait pas. Il fallait zoomer à mort pour pouvoir cliquer sur un bouton. Et puis, il y avait d'autres trucs super stylés, parce que les connexions de l'époque, c'était du 2G. Je ne vous raconte pas la taille des payloads pour transférer. Et puis, quand je rentre dans le métro, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'ai de l'offline storage, sauf qu'à l'époque, on n'a que des cookies.
Et puis, cerise sur le gâteau, le mec nous dit, vous savez quoi, vous croyez qu'on allait arrêter de faire des applis natives? Mais non, les gars, vous allez coder en Objective-C et nous refaire des applis lourdes et ça va être génial. Donc moi, je vous dis, je suis très content de ne pas avoir vécu à cette époque parce que le truc que j'aurais fait, c'est que j'aurais acheté une ferme, voilà. J'aurais acheté des poules et j'aurais vécu à la campagne jusqu'à la fin de ma vie en autarcie en mangeant des légumes et des salades. Et ça aurait été génial. Heureusement, tous les gens n'ont pas été aussi débiles que moi et il y en a qui se sont dit, bon, c'est le moment de remettre un petit peu en question ce modèle du web dynamique. Il va falloir qu'on arrête de générer des pages et il va falloir qu'on embrasse ces technologies du web. On va avoir des clients de différentes typologies. Bon, on a iOS qui sort, mais on va peut-être avoir Google qui va s'y mettre, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont faire des mobiles, je ne sais pas. La seule chose qu'on peut faire de manière unique, c'est de faire une API. Et cette API, elle sera consommée de manière différente par les différents clients lourds que nous voudrons faire. Sachez un truc, c'est que cette réflexion-là et ce changement-là, c'est ça qui a marqué la fracture que vous êtes encore en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'en 2007, quand les gens décident de faire marche arrière sur le web dynamique et de passer à un web qu'on APIfie, on a commencé à se poser la question de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et toute l'explosion des technologies que vous voyez depuis 2007, on a une vraie fracture numérique qui s'opère depuis une dizaine d'années. Elle est due en partie à ça. Alors, c'est quoi maintenant qu'on veut depuis 2008? Depuis 2008, on ne veut plus faire des gros monolithes et des choses comme ça. Nous, on veut faire des API. On veut aussi faire du responsive web. Et la dernière chose, c'est qu'il va falloir qu'on se mette à faire des applications entières dans le navigateur. Alors, faire des API, je peux très bien le faire avec J2E ou avec le framework .NET. Mais je peux aussi prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche. C'est un peu la même chose. Pour faire une API, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un langage pour faire un peu de business logic. J'ai besoin d'un moyen de faire de la sécurité. J'ai besoin d'un web server, d'un interpréteur et puis de faire des liens avec des bases de données, donc des drivers. Node.js. Node.js, c'est juste un interpréteur basé sur V8 avec des API en plus et un web server. Play Framework, exactement la même chose. Je vais déclarer mes endpoints, donner leurs règles et puis derrière, binder ça à des contrôleurs et des choses comme ça. On a vraiment une naissance de micro-frameworks qui se disent finalement faire des API, c'est pas si compliqué qu'on voulait le croire. Et peut-être qu'au lieu d'utiliser ces gros serveurs d'application, on peut faire des choses plus simples pour le web. C'est aussi le début de la programmation réactive. Le responsive design, donc ça, aujourd'hui, c'est des choses que vous manipulez, mais en 2008, c'est les specs qui commencent. HTML5, CSS3. Et ça a été ratifié en 2014. C'était hier. Entre 2008 et 2014, imaginez vivre aujourd'hui sans Flexbox et Media Queries. Ça devait être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des polyfills. Les premières versions de Twitter Bootstrap étaient heavy en JavaScript pour pouvoir essayer de faire des trucs à peu près responsifs. Sauf que Bootstrap, c'est 2011. On a eu les préprocesseurs qui sont arrivés. Et puis, toutes ces API-là, elles ont mis un petit peu de temps à arriver. Alors, je ne sais pas, ceux qui développaient déjà à cette époque, c'était l'époque où, pour faire je sais pas, un border radius, il fallait écrire 5 lignes, une pour chaque navigateur parce qu'ils l'avaient tous déclaré avec une syntaxe différente. C'était le bonheur complet. Je ne vous raconte pas le front à cette époque, c'était la folie. On aurait mieux fait aller élever des poules à la campagne. Côté web apps, effectivement, il va falloir qu'on développe des choses dans un navigateur. Alors, développer en web, ça veut dire quoi? Pour développer dans un navigateur web, déjà, il faut que ça puisse être exécuté. Il faut que ça puisse être exécuté de manière rapide et performante. Donc, il nous faut un interpréteur rapide. Sachez une chose, c'est que jusqu'à 2008, JavaScript, c'est hyper lent. C'est hyper lent jusqu'à l'arrivée de V8. C'est le moteur JavaScript de Chrome qui sort avec Google Chrome qu'ils annoncent en 2008. Dans l'équipe, il y a surtout Lars Bak, qui est quelqu'un qui a bossé chez StrongTalk et sur Hotspot, la JVM. Et donc, en fait, ce qui va vraiment transcender l'interprétation du JavaScript, c'est l'ajout d'un JIT, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, le Just-in-Time Compiler, qui va permettre en gros de compiler des instructions en code natif au lieu de l'interpréter et de faire des petites optimisations au runtime que vous ne pourriez pas faire autrement au passage. C'est le jour et la nuit, la performance. C'est-à-dire qu'on parle d'un rapport de, je ne sais pas, fois 100 entre l'avant et l'après. Donc, ça y est, maintenant, je peux faire
Vraiment des vrais calculs et renaît des applications dans un navigateur. La deuxième chose, le JavaScript à l'époque, c'est des single files. Mais vous, quand vous développez une appli, vous faites des imports, j'espère, vous scindez tout ça en fichiers, vous avez besoin de certaines choses en fait. Vous avez besoin des patterns, de l'injection de dépendance, des singletons, d'un client HTTP et d'un certain nombre de choses. Ben ça, les frameworks, ils l'ont apporté. Il y a aussi des spécificités du monde JavaScript. Le fait qu'on ait d'un côté la vue avec du langage HTML et derrière un DOM à gérer de manière beaucoup plus dynamique, bah, nécessite qu'on ait un certain data binding et qu'on fasse des choses un petit peu spécifiques. Les frameworks, c'est ça qu'ils ont amené. Aujourd'hui, imaginez le monde sans Angular et React ou Vue.js ou place ton framework préféré ici. Alors, je vais vous parler très très rapidement de deux parce que sinon, je vais encore dépasser mon temps de talk. AngularJS, les petits fun facts, c'est sorti en octobre 2010, Miško Hevri. Et lui, en fait, il a conçu un framework pas du tout pour les développeurs. Ce qu'il voulait faire, c'était juste un framework pour les designers, pour les web designers, pour qu'ils puissent concevoir des single page applications en un éclair. Et en fait, lui, il bossait pour une boîte qui faisait des bases de données managées. C'était avant ce qu'il faisait sur les clouds. Et du coup, en fait, vous n'aviez pas à gérer de back-end. C'était tout APIfié. Du coup, il suffisait de faire des choses comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve cette envie de simplicité dans les fondements d'Angular. Angular, aujourd'hui, c'est de l'HTML augmenté. Parce que l'HTML, c'était ce qui semblait le plus évident à gérer. D'ailleurs, le nom Angular, ça vient de là. Hein. Angular, ça vient des balises XML qui sont angulaires. C'est Adam Abrams qui a trouvé le nom. Et Angular, du coup, ce qu'ils ont essayé de faire depuis le départ, c'est de donner vraiment un toolkit complet, un framework. Je vous donne toutes les briques dont vous avez besoin pour faire une web app. Je vous donne l'Eventbus, je vous donne le client HTTP. Et on va faire de l'HTML augmenté. Au début, pas du tout orienté composant. React, l'histoire était un petit peu différente. React, c'est Jordan Walk qui va créer en 2011 une lib qui s'appelle Fax.js. C'était quoi? C'était une lib pour faire des manipulations de DOM en JavaScript de manière un petit peu plus simple. Et ça, en fait, ça va être utilisé plus tard à Facebook dans un projet interne. Facebook Ads avait vraiment besoin d'une librairie comme ça et ça donnera naissance à React. Un truc qui est assez dingue, c'est que quand React sort en 2013, quand il est open source, il y a Pete Hunt qui va vraiment faire le tour des conférences pour évangéliser un petit peu et il va se faire bâcher tout le long. Pour la simple et bonne raison que React, il remet en question plein d'anti-patterns qu'on avait depuis une quinzaine d'années, typiquement sur la séparation des concerns. Le fait qu'on dise que notre code de vue, il faut le séparer de notre code métier. React, vous avez bien vu que c'est des choses qui sont étroitement liées. Et ça, c'est des choses où quand React est sorti, mais personne ne comprenait. On était en train de bouger des choses qui, depuis 15 ans, avaient été considérées comme un « don't do it », « just don't do it ». Et ça a été très intéressant. Je vous invite à voir ces talks de Pete Hunt en 2013, ils sont passionnants. Surtout celui où il décrit les best practices liées à React et où en fait, il bâche énormément Angular et les choses comme ça pour dire ces anti-patterns que vous considérez d'il y a 15 ans. En fait, vous avez juste depuis 15 ans bâti des trucs plus compliqués pour faire ce qu'un langage sait très bien décrire. Je ne vais pas faire tous les frameworks, donc on passe rapidement au testing. Quand vous faites des apps, j'espère que vous faites du test. Et le souci, c'est qu'en 2008, quand on a des fichiers JS, on ne peut pas les tester. On a zéro socle, zéro moyen de faire de l'unit test, de l'UI test ou des tests d'intégration. Donc, on a aussi 1 million de technologies qui ont fleuri pour répondre à ces besoins. Et la quatrième chose, ces applis, c'est plus celles qu'on écrivait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des fichiers HTML avec plein d'espaces, des commentaires, et c'était ce que tu voyais dans ton navigateur. Du coup, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on faisait? On chargeait des espaces dans le buffer. C'est un petit peu dommage. Maintenant, à la taille et avec le nombre de dépendances que vous embarquez, avec le fait que vous avez besoin de tree shaking, que vous avez besoin de faire de la transpilation de vos préprocesseurs pour faire des styles et des choses comme ça, on a vraiment besoin de compiler du JavaScript. Et ça, c'est assez dingue. JavaScript est en train de disparaître finalement. Vous utilisez tous des specs d'ECMAScript qui ne sont pas encore implémentés dans un navigateur. Vous faites du TypeScript. Le JavaScript, c'est devenu le bytecode du navigateur. Et aujourd'hui, vous compilez vos applications. Et ces trucs-là, moi, j'ai commencé avec Grunt et Bower.
c'était le bonheur. Et puis là, maintenant, on voit Webpack et Yarn et on dit putain, les mecs, ils n'ont jamais vu ce que c'était. Et au final, on pourrait se dire c'est cool et c'est joli tout ça, mais ça fait 10 ans qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un nouveau framework ou une nouvelle version d'une librairie qui sort. Et c'est d'autant plus perturbant que l'époque d'avant, avant 2008, on était plutôt sur une concentration des technologies. On était vraiment centré autour de ces 3 providers, PHP, Java Enterprise Edition et le .NET Framework. Mais maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que notre métier, là, depuis 10 ans, il a complètement changé. Et je ne sais pas si vous avez des vieux de la vieille dans vos boîtes, mais vous vous rendez compte qu'il y en a qui n'ont toujours pas passé cette fracture. Et le souci, c'est que ça, c'est un changement profond dans nos métiers qui ne va faire que s'accélérer. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans le web. Maintenant, on fait du micro-choix. C'est-à-dire que vous allez bâtir un truc, vous allez avoir 1 million de possibilités sur l'étagère. Il y en a que vous aimez plus que d'autres, mais en réalité, elles ont toutes des avantages et des inconvénients pour chaque situation. Et ces choses-là, il va falloir apprendre à les choisir. Et ça, jusqu'à il y a 10 ans, on ne savait pas le faire. Ça ne faisait pas partie de nos métiers. On était cobolistes à la mort. Mais maintenant, tu n'es plus développeur Java, tu n'es plus développeur JavaScript, tu es développeur. Et si demain, il faut faire du Kotlin, il faudra faire du Kotlin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être full stack, etc., parce que là, c'est une autre hérésie. Et c'est un autre talk, je pense, pour en parler. Mais c'est vrai que il y a vraiment une transformation de nos métiers. On doit devenir polyglotte, d'une certaine manière. Et maintenant, avec toutes ces choses-là, ces 10 dernières années, on a quand même maturé beaucoup les technologies. C'est-à-dire que le Grunt Bower, il y a ne serait-ce que 5 ans, les premières versions d'Angular, c'est des trucs qui ont été complètement jetés à la poubelle. Aujourd'hui, vous pouvez vous considérer safe, c'est-à-dire que je pense que le web et ces technologies sur lesquelles on se base en ce moment, les Webpack, Yarn, etc., elles ont atteint une certaine maturité. Ce qui n'était même pas le cas il y a 3 ans à peine. Mais ça y est, on commence à y arriver. Pour autant, toutes les problématiques n'ont pas été résolues. Typiquement, server-side rendering. Le server-side rendering, aujourd'hui, on commence à se dire, finalement, vous savez quoi, le web dynamique, c'était pas si mal. Parce que maintenant que je dois attendre que je charge 5 mégas de payload.js pour afficher ma première page, je risque de perdre pas mal d'utilisateurs. Pareil pour le SEO et la métadonnée. Si vous avez un site qui est traduit, amusez-vous à faire plein d'index.html, un pour chaque langue, ou alors faire comme Angular le fait, et c'est la manière la plus intelligente, de générer un website complet par version de vos langues pour pas foutre le bordel dans le SEO. Tout ça, c'est des problématiques qu'on aurait pu traiter beaucoup plus facilement avec du server-side rendering. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas seamless au niveau d'un projet. Bref, c'est un des exemples des choses qui ne sont pas encore totalement implémentées. Mais d'une manière plus large, ce qu'on peut voir en contemplant ces 10 dernières années, c'est que l'innovation, elle accélère. Et ce qui est dingue, c'est que toutes les technologies qui sortent ces derniers temps, elles sont en train de servir cette cause. Et pour ceux qui étaient au talk précédent, regardez, c'est très simple. Il y a 25 ans, on faisait des moulinettes en C++ pour compiler de l'HTML. Il y a 15 ans, on arrêtait de faire ça et on avait un serveur d'application qui générait nos pages. Mais à côté, on avait du JavaScript et nos JavaScript, on gérait notre DOM à la main avec des documents.get element by id, .remove child, etc. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Aujourd'hui, vous avez des librairies et des frameworks qui vont muter automatiquement l'état de votre DOM en fonction de la donnée que vous lui donnez en input. C'est génial. Vous savez quoi, ça va continuer. C'est-à-dire qu'on est en train d'abstraire de plus en plus les technologies et ça va continuer dans ce sens. À la fois, ça va être super cool parce qu'on va pouvoir faire presque de la création pure, c'est-à-dire qu'on aura des outils qui nous permettront de faire plein de choses, mais à la fois aussi, il va y avoir, c'est une délégation de pouvoir aux frameworks sur lesquels on va s'appuyer qui sont gigantesques et qui conviendront peut-être pas à tous les usages. Et entre guillemets, plus ça devient facile, plus je vais pouvoir outsourcer ça en Inde ou dans d'autres pays où c'est moins cher. Donc, le fait qu'il y ait des problématiques d'engineering qu'il va falloir qu'on gère nous, vont faire que nos métiers vont devenir de plus en plus complexes, en fait, paradoxalement. Et la dernière chose, je vous laisserai là-dessus parce que je pense que tout le monde a faim. On est passé vraiment d'une ère, on va dire, industrielle de travail à la chaîne où je manipulais un outil, 2 outils, je faisais du COBOL et j'allais faire ça pendant 25 ans.
Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout pareil. Notre métier, il s'est transformé d'une manière assez paradoxale parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus comme des artisans. Alors, je ne choisis pas ce terme au hasard. Vous connaissez tous le terme de software craftsmanship. Mais pour moi, il y a un vrai sens fort qui se cache derrière ce truc. L'artisanat et nos métiers aujourd'hui, c'est le pouvoir de créer. On passe notre vie à créer maintenant. Mais il y a pas mal de différences avec l'artisanat. Quand on fait de l'artisanat, il faut être créatif, il faut être ingénieux, ça c'est sûr. Et il faut quoi? Il faut des outils, il faut des matières premières. Il nous faut des frameworks, il nous faut des librairies, il nous faut de la data. Mais nous, on a quand même deux grosses différences avec l'artisanat classique. C'est que nos outils à nous, ils bougent continuellement et qui vont continuer de bouger continuellement. Combien de temps aujourd'hui, dans vos boîtes, vous avez de libre pour faire de la veille technologique? Pas tant que ça. Pourtant, ça va devenir une partie de plus en plus importante dans nos métiers, de devoir faire de la veille sur les outils, parce qu'on en a de partout, des outils, et on va continuer d'en voir fleurir tous les 6 mois. La deuxième chose, qui est, je pense, la plus importante, c'est que j'ai vu aucun artisan au monde qui est capable de monter des empires ou de changer le monde avec sa tête et un clavier. Regardez WhatsApp, 22 milliards de dollars. C'est le prix d'un porte-avions et demi. Et c'est 30 gus dans une cave. Aucune industrie au monde, aucune, est capable d'avoir des impacts par homme aussi importants dans le monde. Et vous savez, ce qui est dingue, c'est qu'on fait un des plus beaux boulots du monde et qu'il n'y a quasiment personne qui le sait, ni dans les universités, qu'on apprend aux écoles que c'est un boulot de geek, de mec, et qu'on se fourvoie sur la super créativité que nos jobs sont aujourd'hui. Et la deuxième chose, et c'est ce qui m'attriste le plus, c'est que parfois, c'est même les gens qui bossent dans l'informatique qui ne s'en rendent pas compte de cette chance. Et du coup, je vous arrêterai là-dessus. J'espère que vous, parce que vous êtes là ici ce soir, vous continuerez de vous éclater, de vous épanouir. Je m'appelle Loïc Ortola et merci de m'avoir supporté pour ces 3 talks. Et s'il y a des questions, je les prends avec plaisir. Vous avez tous la dalle. Super.